Donc, j'ai refait la séance le lendemain, mais il n'y avait plus que 2 personnes. Ah zut, oui. Ouais, j'ai pas su. Ouais. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez. Là, je pense que vous êtes au complet. Donc, on va commencer. Donc, je vais... Voilà. Ah. Est-ce que vous voyez, vous, la... Ah oui, si. Attendez, pardon. Je peux... Voilà. Donc, on va parler donc de ce qui se passe quand un émail fond. Donc, alors, vous avez un émail, c'est des grains de différentes matières qu'on pose sur un tesson. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, en général, ce qu'on pose comme couche donc d'émail, ça fait entre 0,2 à 1 mm. Tu peux faire moins fort, hein, j'entends rien. Ah, pardon. Mais je suis en train de... Ah, si vous pouvez poser... Mais je suis en train de faire le truc, là. Coupez les micros. Si vous pouvez couper votre micro. Attendez. Voilà. Bien. Donc, l'épaisseur est variable. Ça passe en général, bon, le minimum c'est 0,2 mm et on peut émailler, quand on émaille vraiment très très épais, on émaille à 2 mm. Et la taille des particules, c'est variable aussi. En général, ça fait au maximum 1/10 de millimètre quand vous utilisez des matériaux du commerce. Bon. Alors, on pose l'émail, en général, on le pose avec de l'eau. C'est-à-dire qu'on fait une barbotine, c'est-à-dire qu'on met nos particules dans de l'eau, on touille et on trempe notre pièce dans cette barbotine. Alors là, ça pose déjà un petit problème, c'est que si vous avez des matériaux qui sont solubles dans l'eau, ils auront tendance à passer dans le tesson. C'est-à-dire que quand vous utilisez par exemple un truc que j'ai vu des recettes avec 10% de bicarbonate de soude, le bicarbonate de soude étant soluble dans l'eau, il a tendance à passer dans le tesson. Après, quand le tesson sèche, il y en a une partie qui revient en surface, mais on ne sait pas exactement. Vous avez la même chose avec des cendres qui ne sont pas trop lavées et vous avez encore une certaine solubilité. Vous avez aussi une solubilité avec certaines frites, etc. Mais en général, quand un matériau est soluble, ça pose quand même quelques problèmes, surtout si vous émaillez de la porcelaine, qui aura tendance à se déformer, etc. Donc, quand vous posez un émail au trempé, les particules fines auront tendance à se mettre en surface et les plus grossières contre le tesson. C'est à cause de M. Gibbs qui a fait un théorème là-dessus. Vous suivez là, c'est bon? Ouais. C'est tout bon. Bien, on va continuer là. Parfait. Donc, une fois que vous avez émaillé, l'eau, donc, elle s'évapore. Quand l'eau s'évapore, vous pouvez avoir des petites fissures qui se créent dans l'émail, parce que, par exemple, vous avez du kaolin ou du carbonate de magnésie ou des choses comme ça, qui se seront, disons, dilatés avec l'eau, mais quand il sèche, il se rétracte. Et donc, ça peut vous créer des fissures dans votre couche.
d'émail. Et ces fissures-là, ça peut ne pas être gênant, hein, c'est pas le problème, mais enfin, ça peut être aussi utilisé à des fins décoratives. Par exemple, vous avez des émaux qui contiennent beaucoup de kaolin. Bon, je ne sais pas comment on les appelle. C'est des émaux que j'appelle peau de serpent. C'est des émaux qui se retirent et qui forment des gouttes donc sur votre pièce. Alors, vous avez la même chose quand vous avez les particules là, qui sont trop fines. Un excès de broyage, par exemple, ça peut créer des fissures comme ça et ça peut même créer le décollement de votre émail. Bon. C'est quoi un excès de broyage? C'est-à-dire que, en général, enfin bon, ça dépend de ce que vous utilisez comme matériaux. Quand vous avez des matériaux qui sont trop grossiers, vous les mettez dans une jarre avec des billes en porcelaine et vous les faites tourner pendant plusieurs heures. Et les billes broient l'émail, c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs heures, vos grains sont beaucoup plus petits. Bon, ça dépend. Par exemple, j'ai un émail qui, s'il n'est pas broyé, présente beaucoup de défauts. Et par contre, si je broyais beaucoup plus, il tiendrait peut-être plus sur la pièce. Bon, ça, c'est des... Donc, c'est quand ils ne sont pas assez broyés que ça fait des fissures. Non, j'ai pas dit ça. Non. Quand vous avez un émail qui contient du kaolin ou du carbonate de magnésie, il se retire sur lui-même. Et donc, ça peut créer des fissures. Mais avec un excès de broyage, ça peut créer aussi des fissures et ça peut provoquer des décollements. Donc, vous avez donc des particules de différentes matières qui sont grossièrement empilées sur votre tesson, là. Et donc, vous avez le kaolin qui perdra de son eau de constitution. Vous savez que le kaolin, c'est Al2O3 de 2SiO2 plus 2H2O. Et il perd le H2O, donc à partir de 200-300 degrés, il perd son eau. Et ensuite, vous avez des matériaux comme la colémanite. Là, j'ai vu aussi que sur un site, il y a des gens qui voulaient absolument utiliser ce produit-là. La colémanite, elle contient beaucoup d'eau et quand elle perd son eau, elle a tendance à faire décoller l'émail. C'est-à-dire qu'un émail qui contient de la colémanite, il aura tendance à tomber sur les plaques d'enfournement. Et ça se passe assez rapidement. Et c'est assez désagréable parce qu'après, vous avez des plaques émaillées et il n'y a plus d'émail sur le pot. Donc, la colémanite, moi, je vous conseillerais, si vous en avez dans votre étagère, vous la laissez dans son sac et il est très bien. Si vous avez besoin de bord dans votre émail, vous achetez une frite au bord. Donc, ensuite, vous avez par exemple des grains chauds qui, donc la chaux, c'est du CaCO3, ça va perdre du CO2, c'est-à-dire que ça va se décarbonater à partir d'une certaine température, vers 700-800 degrés, ça perdra donc du CO2. Vous avez aussi, par exemple, si vous utilisez du carbonate de cuivre, ça va perdre aussi du CO2 à une certaine température. Pour le carbonate de cuivre, il y a des gens qui utilisent ça parce que le carbonate de cuivre, quand il perd son CO2, il passe en Cu, donc en cuivre métallique. Et si vous vous faites une réduction légère à ce moment-là et vous poursuivez votre réduction, vous aurez du Cu tout le temps de votre cuisson. Bon. Okay. Ensuite,
ensuite, si vous avez dans votre émail une frite, donc un grain, une frite, c'est donc du verre. Et votre verre, c'est ce qui va fondre en premier. Et vous voyez, là, bon, je l'ai mis en rouge, là, il a fondu et il touche maintenant les autres particules. Et quand il touche les autres particules, il a tendance à les manger un peu. C'est-à-dire qu'il se forme un nœud technique entre votre frite et votre poussière, là, votre grain, et ce qui fait que votre grain se fait manger. Enfin, manger, façon de parler, quoi. Et si c'est une frite au bord, du fait de la tension superficielle du bord, le phénomène est assez accentué parce que la frite, elle mouille plus. Enfin, mouiller, ça veut dire comme les produits à vaisselle, c'est-à-dire que c'est tensioactif. Donc bon, ça attaque mieux les autres particules. Donc, ensuite, quand vous avez deux grains différents, par exemple de la chaux et du kaolin, à partir d'une certaine température, donc à partir de la température eutectique chaud kaolin, c'est-à-dire à 1170, vous avez au niveau du contact un commencement de fusion. OK? Ça va? Ouais. C'est très simple aujourd'hui quand même, non, je trouve. C'est génial. Très, très. Donc, plus on monte en température, plus on a de liquide et on a de moins en moins de particules. Enfin, les particules solides se font manger de plus en plus. Et là, je vous ai dessiné une grosse particule, là. Et celle-là, si vous voulez, elle mettra plus de temps à se faire manger par le liquide parce qu'elle est trop grosse. OK? Ouais. Et c'est pour ça que il y a quand même une certaine importance de moudre son émail pour ne pas avoir des particules trop grosses quand c'est de la chaux, par exemple, parce qu'un gros grain de chaux, si vous imaginez une pierre grosse comme ça de chaux dans votre émail, la chaux, elle fond à 2400 degrés. Donc, il faudrait que le liquide l'attaque pendant longtemps pour qu'il puisse fondre. C'est pour ça qu'on broie les émaux, en général, ou on les tamise pour ne pas avoir de trop de grains. Donc, ça c'est... donc, quand vos particules fondent, elles peuvent libérer du gaz. Par exemple, dans un feldspath, il y a des petites bulles, disons, de gaz qui sont dissous. Et donc ça, ils partent dans l'émail. Donc ça vous fait des petites bulles dans l'émail. OK? Alors, les bulles, quand vous avez des bulles dans un émail, elles ont tendance à se grouper. Quand celle-là, elle rencontre sa copine, elles vont former une seule bulle, qui sera donc plus grosse. Et quand les bulles, c'est pas gênant hein, dans un émail. Parce que si elles sont petites, ça ne se voit pas. Par exemple, dans les céladons, il y a souvent des toutes petites bulles, et ça ne se voit pas, mais bon, elles existent. Bon, je vous ai dit là que vu le pouvoir séparateur de l'œil, il faut qu'elles fassent moins de 0,1 mm pour... quand elles font moins de 0,1 mm, on ne les voit pas. Bon, et les bulles, elles vont venir éclater en surface, par exemple, pour créer des petits cratères.
OK. Bon. Et il peut y avoir aussi une formation de bulles. Par exemple, quand vous avez du fer, à 1230 degrés, le fer, il perd donc de l'oxygène. Le Fe2O3, il perd de l'oxygène et donc ça vous fait des bulles. Ce qui fait que votre émail, il bouillonne. OK? C'est bien? Ça suit? Oui, bon. Donc, en fin de montée, bon, pardon, on va revenir sur celle-là. Par exemple, pour le Fe2O3, là, quand il perd son oxygène, ça crée un bouillonnement, mais en même temps, ça amène du fer à la surface. Et ça crée un émail, un émail qu'on appelle fourrure de lièvre, par exemple. Parce que ça fait des petites taches. Bon, il faut s'arranger pour changer l'atmosphère. Enfin bon, ça c'est assez complexe, mais ça vous fait des petites taches de fer au milieu d'oxyde de fer. Bon, alors, en fin de montée, on peut avoir un émail totalement fondu, comme ça. Il n'y a plus une seule particule. C'est normal, je ne vous entends plus. Non, non, mais c'est parce qu'on écoute. Ah bon, très bien, très bien. Très bien. Les gens qui sont studieux, c'est aujourd'hui, c'est formidable. Donc, alors on peut avoir un émail comme ça, totalement liquide, totalement limpide, etc. On peut Mais le truc, c'est oui, quand on est néophyte, moi je fais pas mal de raku et moins de grès parce que j'ai pas de four pour l'instant, mais on voit des bulles et on se dit pourquoi il y a des bulles. Et il y a tout le monde qui dit c'est sous-cuit, c'est surcuit et on rentre pas dans les formules, quoi. Ah oui, oui, non, mais ça, là, bon, je ne rentre pas dans les formules. Moi, je parle aujourd'hui, on parlait de l'aspect un peu mécanique de Ouais. Donc, on peut avoir un émail avec des bulles comme ça. On peut avoir un émail avec des particules non fondues. C'est pas gênant, hein, si elles sont assez petites, ça peut marcher. On peut aussi avoir un émail enfin un liquide qui va se séparer en deux liquides, un peu comme une vinaigrette. Et vous aurez la cohabitation donc de deux liquides différents. Et ça, c'est assez souvent dans un émail qui contient beaucoup de bore, enfin qui contient du bore. Et le fait de contenir deux liquides différents fait qu'il y a une opacification et que ça rend l'émail un aspect laiteux à l'émail. Alors les gens savants, ils appellent ça une démiction en phase liquide. C'est joli, non? Ça n'a rien à voir avec les peaux de lièvre et tout ce qui s'ensuit. Non, non, ça c'est rien à voir. Hein. Ça, c'est les hémopores. Ça n'a rien à voir. Les fourrures de lièvre, etc., c'est l'oxyde de fer qui perd l'oxygène. D'accord. Donc, alors, à l'intérieur de l'émail, je dis qu'il y a certains éléments qui peuvent venir en surface. Bon, toujours à cause du théorème de Gibbs, hein, je pense que c'est à cause de ça, les petites particules, elles ont tendance à venir se mettre en surface de votre émail. Bon, alors, bon, là, vous voyez, j'ai dessiné l'émail et le tesson. En réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Ça serait trop simple. Vous avez l'émail qui va attaquer un peu le tesson. C'est-à-dire, on appelle ça la couche intermédiaire, c'est-à-dire que c'est plus tout à fait de l'émail, c'est pas encore du tesson, c'est du tesson approfondi mélangé avec de l'émail. Alors, cette couche intermédiaire, elle est plus ou moins importante suivant les émaux. Si
si vous avez des émaux qui par exemple, comme j'ai travaillé sur les émaux cristallins très longtemps, c'est des émaux qui, à partir de 1000 degrés, sont totalement fondus. Donc, de 1000 à 1280, ils ont le temps d'attaquer le tesson. C'est pour ça qu'un émail, par exemple, ce genre d'émail qui attaque beaucoup le tesson, quand le même émail posé sur des tessons différents ne donnera pas le même résultat. Donc, l'émail, c'est visqueux. Donc, un truc qui est visqueux, c'est donc plus ou moins liquide. Et donc, sur une surface verticale, ça a évidemment tendance à descendre. C'est pour ça que quand vous avez un émail qui est très, très fusible, il a tendance à émailler les plaques. Donc, quand ça descend, vous avez la particule qui est presque contre le tesson, elle descendra très peu. Celle qui est au milieu, elle descendra plus, et celle qui est au bout, elle descendra encore plus. C'est-à-dire que là, plus on voit que plus on met un émail épais, plus il aura donc tendance à couler. L'émail, ça coule en fin de cuisson, c'est-à-dire quand il n'y a plus de particules, quand il n'y a plus trop de particules fondues dedans, et en début de descente. De descente en température. Par exemple, si vous cuisez à 1280, votre émail, il va descendre peut-être entre 1280 et 1200, mais après, à 1200, il est suffisamment, il est trop visqueux pour pouvoir descendre encore. OK? Donc, quand vous avez, bon, ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est des courbes qui présentent des éclectiques. Donc, quand vous avez une certaine composition ici, vous la montez en température, elle est solide. Après, quand on passe au niveau de l'éclectique, elle devient elle reste solide, mais avec des particules, avec des zones non fondues. Et quand elle passe au niveau du point de fusion théorique, ça devient liquide. OK? Ça, c'est pour la montée en température. Quand on descend, ça fait exactement l'inverse. C'est donc liquide. Ensuite, ça passe du liquide plus du solide et ensuite du solide. OK? Ouais. Donc, à la descente, plusieurs cas se présentent. Où vous avez votre émail est liquide et il descend en température. Donc, il devient de plus en plus visqueux et de plus en plus solide, disons. Et là, si il peut rester solide, bien qu'on ait passé il peut rester liquide, bien qu'on ait passé cette zone-là. On appelle ça la surfusion. Et quand il reste en surfusion, il n'y a pas de développement de cristaux à l'intérieur, c'est-à-dire que vous obtenez une couverte transparente. OK? Ouais. Et autrement, si vous redescendez, si par exemple vous avez n'importe quel émail, si vous sortez à 1280 avec une pince de votre four, il aura tendance à se figer comme ça en restant transparent. C'est pour ça que les émaux, quand ils sont cuits dans des cuissons rapides, et s'il n'y a pas de ralentissement de la descente en température, ils ont tendance à être plus brillants et plus transparents. Le téléphone qui sonne. Bon, ça fait rien, on va le laisser sonner. Donc, ils ont tendance à être plus transparents et plus brillants quand ils sont donc dans des cuissons rapides. Donc, si on veut avoir une couverte très transparente, il vaut mieux faire une descente très rapide.
C'est pas obligatoire, hein. Ça dépend de la composition. Ouais. Donc, oui, enfin, dans tous les cas, ça sera plus transparent et plus brillant avec une cuisson rapide. D'accord. Mais Et quand est-ce qu'il y a le problème de la craquelure de l'émail sur le attendez, tissu? c'est après. Ah bon? Donc dans le liquide, il peut naître aussi des petits cristaux. Mhm. Alors, quand des cristaux naissent, on appelle ça une nucléation. Donc, c'est la formation de nucléides. Donc, là, je vous en ai dessiné, ils sont jolis, là, ils sont bleus. Donc, il naît des petits cristaux qui vont grossir plus ou moins, enfin, ça dépend du nombre, enfin, ça dépend de plein de choses. Et par exemple, ce qui est connu comme émail qui s'appelle un blanc magnésien, il y a plein de petits cristaux donc, qui donnent l'opacité de l'émail et qui donnent en même temps l'aspect velouté, enfin bon, assez joli de l'émail. C'est-à-dire que votre émail, il est satiné parce qu'il y a des petits cristaux qui se forment là en surface. Bon, vous avez les rouges de fer, c'est aussi une cristallisation de l'oxyde de fer, etc. Et vous avez les macrocristaux, c'est des trucs dont je m'occupais, c'est des gros cristaux qui se forment dans l'émail. Bon, alors, à la fin donc de la descente, il y a des phénomènes qui apparaissent qui sont dus à la dilatation donc du tesson et de l'émail, surtout quand elle est différente. Quand vous avez un émail qui se contracte plus que votre tesson, forcément, il va craquer, comme ça. Je vous ai dessiné des exemples comme ça. Et ça, c'est donc un émail qui tressaille. C'est parce que l'émail s'est plus retiré, enfin se retire plus que le tesson. Vous avez le cas inverse, quand le tesson se retire plus que l'émail. Donc là, de deux choses l'une, ou ça vous fait casser le tesson, ce qui est désagréable, ou l'émail se décolle, et un phénomène qu'on appelle l'écaillage. C'est-à-dire que pour que ça se passe bien, il faut s'arranger pour que la dilatation de l'émail et la dilatation donc de votre tesson soient sensiblement voisines. Voilà. Maintenant, donc, vous posez les questions que vous voulez. Je vais peut-être répondre si j'ai la réponse. Ouais. Est-ce que, moi je suis Patrice, j'aurais une question sur l'épaisseur de l'émail. Oui. Comment peut-on faire cette mesure d'épaisseur d'émail si on veut pouvoir maîtriser justement, si on a un émail qui coule, comment fait-on pour maîtriser cette épaisseur pour être sûr de ne pas mettre l'épaisseur qui permet de faire couler en fait? Ouais. Alors, je vais faire de la publicité pour mes instruments. Moi, j'ai fabriqué donc un testeur d'épaisseur d'émail. Normalement, je devrais le commercialiser depuis 1 an, mais là, je ne l'ai toujours pas commercialisé. Donc, comment on fait pour mesurer en principe, enfin en pratique, si vous n'avez pas il y a des gens qui donnent un coup d'ongle et puis qui apprécient comme ça au coup d'ongle ce que ça donne. Bon, c'est pas très précis. L'autre façon de faire, c'est que si vous émaillez au trempé, c'est de régler votre densité d'émail. C'est-à-dire que vous allez faire, par exemple, une barbotine à 1,5 en densité. Vous testez ce que ça donne après dans votre four. Si votre émail coule,
Vous faites une densité à 1,45, etc. Quoi. Enfin bon, c'est par tâtonnement. D'accord. Il n'y a pas de... ou alors, bon, si vous utilisez Ernest, il y aura une méthode qui sera de diluer plus ou moins votre émail, de le tester, et puis après, regardez combien vous en avez mis dans les tests qui sont bons, c'est-à-dire l'épaisseur adéquate. Quoi. D'accord. C'est pas, c'est faisable. Quoi. D'accord, ok. Autrement, la mesurer, si vous voulez, c'est assez difficile. Hein. Si vous avez un échantillon qui est très plat, vous l'émaillez et vous pouvez faire ça avec comment ça s'appelle ça? Je cherche le nom. Vous savez, quand on est vieux, on cherche les noms. Bon, un palmer, quoi. Enfin bon, oui. Un piacoulis, quoi. Oui. Et vous mesurez avant émaillage et vous mesurez après émaillage. Et donc, vous aurez, si vous trempez, vous aurez votre épaisseur d'émail. Ah oui, bien sûr. Oui, ok. Mais bon, je crois que j'ai une vidéo sur l'ancêtre de l'appareil que j'avais fabriqué il y a 5-6 ans. Et maintenant, bon, j'en ai un peu mieux, mais je vous dis, il n'est pas commercialisé. Oui, parce que ton vieil appareil, c'est complexe à faire. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Ah bah oui, non, mais il faut avoir un tourneur sur métaux à disposition. Ouais. Ouais, pas facile. Ok, bah, très bien. Autrement, oui, vous trouverez donc l'utilisation de mon vieil appareil là, sur ma chaîne YouTube. Ensuite, d'autres questions? Encore quelques... Bien. Pour mesurer l'épaisseur, moi j'ai soudé avec un fer à souder à l'étain des petites aiguilles que j'avais collées sur une bande adhésive. Je vois le genre d'appareil. Oui. Le problème, c'est que vous êtes obligé d'avoir une surface plate Oui. pour pouvoir mesurer. Ouais, tu ne peux pas faire ça sur une surface bombée. Ouais. Ah ouais. Parce que bon, ça dépend de la distance qu'il y a entre votre première et votre dernière aiguille. Oui. Bon, c'est une façon de faire. Hein. Il n'y a pas de. Moi, bon, l'instrument que j'ai fait a l'avantage si vous voulez, d'avoir pas besoin d'une grande surface plate. Ah oui. Allez-y. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Bonjour. Donc, quand on a parlé de oxyde et carbonate de cuivre, je déduis que quand on veut faire de la réduction des rouges de cuivre, le carbonate sera plus facile à utiliser que l'oxyde. Oui, non? Moi, j'utilise que du carbonate. Hein. Bon, parce qu'il est soluble, justement. Le carbonate est soluble? Non. Il n'est pas soluble? Ah, je pense pas, non. C'est une question. Non, le sulfate de cuivre serait soluble, mais pas le carbonate. Le sulfate est soluble, oui, mais le carbonate, il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Et le carbonate, il y a du carbonate de cuivre foncé et clair. Et je n'ai jamais trouvé la différence. Écoutez, s'il n'y a pas de différence, utilisez l'un ou l'autre. C'est bien. Non, mais comme certains fournisseurs vendent les deux, c'est parfois… Je voilà. peux pas vous dire. Ok, merci. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question par rapport aux émaux cristallisés. Oui. On m'a dit qu'il fallait monter en température, puis faire une courbe de température de descente. Oui. J'aurais bien aimé savoir pourquoi. Parce que quand vous avez un émail où vous voulez des gros cristaux, enfin, ça dépend si vous voulez des gros cristaux ou des petits cristaux,
les cristaux, ils mettent un certain temps à grossir. Et donc, il faut que vous soyez dans un emplacement, si vous voulez, par exemple, si vous cuisez à 1200, 1260, 1280, votre émail cristallisant, les cristaux vont se développer autour de 1100 degrés. Et à 1100 degrés, il faut faire un palier de refroidissement, c'est-à-dire que vous restez 1 heure ou 2 à 1100 degrés pour que votre cristal ait le temps de grossir. Parce que ça grossit pas immédiatement comme ça. Vous avez une vitesse de croissance de vos cristaux. Merci. OK? J'ai répondu à peu près? Oui, tout à fait. Merci. Je peux encore me permettre une petite question? Oh bah, oui. J'ai vu sur un forum, mais je ne sais plus si c'était vous, Jean-Pierre, je crois, Prieto, qui indiquait qu'il préférait la frite au zinc plutôt que l'oxyde de zinc. Ah oui, parce que, bon, si vous voulez, moi, j'utilise que des frites, comme matériel. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid en termes de... Ah, pardon. Je croyais que c'était chez moi. Quel est l'avantage de la frite par rapport à l'oxyde, quoi? Le zinc a la fâcheuse tendance à prendre l'humidité donc de votre atelier. C'est-à-dire qu'un kilo de zinc, un jour il va faire 1 kilo, le lendemain il va faire 1,50 kg parce qu'il aura pris de l'humidité. Donc ça fausse la mesure. Et d'autre part, pour moi, quand vous utilisez une frite par rapport à du zinc pur, vous avez déjà quelque chose de fondu. Oui. Donc ça fond mieux dans votre émail. Et en plus, pour des questions écolo, si vous jetez par inadvertance un peu de frites dans la nature, vous n'avez pratiquement pas de nuisance parce que vous jetez du verre, alors que vous jetez du zinc, c'est un métaux, c'est un métaux lourd, donc c'est quand même plus gênant. Merci beaucoup.